travers les arts et le lifestyle. Merci d'être fidèle à nos programmes sur i24 News. Aujourd'hui, on va vous faire danser sur les rythmes caribéens puisque c'est le carnaval des fleurs à Haïti. C'est un véritable rendez-vous pour les habitants de ce pays à l'histoire complexe et fascinante. Et on continuera dans l'exotisme avec le portrait de ce bluesman pas comme les autres, une immersion dans l'univers touareg comme vous ne le connaissez pas. Enfin, nous reviendrons sur ce qu'il faut retenir du dernier classement des personnalités préférées des Français fait par le JDD, Jean-Jacques Goldman. Il reste indétrônable à la première place. Et cette première partie d'émission sera dédiée à Menachem Golan, le mythique producteur israélien est décédé la semaine dernière. Il était dans les années 80 l'un des producteurs les plus imposants d'Hollywood. Il était le cofondateur avec son cousin Yoram Globus du Cannon Group qui a produit plus de 300 films. Connu pour son franc-parler et sa manière inhabituelle de négocier les contrats les plus mirobolants, il a lancé les carrières des plus grandes stars de l'action à l'américaine, de Stallone à Chuck Norris. Il était aussi un homme de culture et a touché au cinéma d'auteur en collaborant entre autres avec John Cassavetes et Jean-Luc Godard. Mais le rêve américain tourne ensuite au cauchemar. Plombé par les cachets astronomiques de ses acteurs vedettes, Cannon Group coule et les deux cousins Golan et Globus divorcent, retournant dans leur pays natal, Israël. Cette histoire est racontée dans un documentaire, The Go-Go Boys, qui était présenté à Cannes cette année. Et sur le plateau, la réalisatrice de ce documentaire, Ila Medalia, bonjour. The Go-Go Boys, c'est donc votre 5e documentaire. Vous avez remporté beaucoup de succès avec les précédents. Pourquoi s'être penché sur cette histoire, celle de Menachem Golan et Yoram Globus? Tout d'abord, je pense que c'est une très belle histoire. Deux cousins de Tibériade qui partagent le même rêve de réussir à Hollywood. Ils y vont et ils réussissent. Ils ont créé la plus grosse compagnie de films indépendants des années 80 et ensuite leur séparation et leur faillite, qui est aussi une histoire très personnelle. En fait, c'est un film sur toutes ces relations. Et en tant que réalisatrice, c'était vraiment un plaisir de suivre pendant 3 ans et demi Golan et Globus. D'apprendre auprès d'eux, de savoir tout ce qu'ils ont fait, toutes leurs expériences. Je dois admettre que je ne suis pas une grande fan de films d'action. Je les ai vus pour mon documentaire, mais je pense que ce qu'ils ont fait est incroyable, en tant que réalisateur, mais aussi bien plus encore. Vous avez mentionné le fait que vous aviez travaillé avec eux pendant 3 ans et demi. Ça a été comment de le rencontrer pour la première fois, Menachem Golan? Bien sûr, Menachem était très connu et j'en savais déjà beaucoup sur lui. C'était très excitant et très intéressant pour moi de le rencontrer, d'autant plus en tant que réalisatrice. C'était une belle opportunité pour moi de lui demander tout ce que j'avais envie de savoir la première fois que je l'ai rencontré. Menachem était quelqu'un de très charismatique. C'était aussi un grand enfant. C'était un vrai fan de cinéma. Il était amoureux du cinéma. C'est tout ce qu'il importait, c'est tout ce dont il parlait, des films, des films, des films. Et quand nous sommes allés à Cannes, et c'était vraiment un moment crucial pour lui, c'était comme boucler une boucle. Et à la fin du film, on a eu une standing ovation. Le public était très content de le voir. Oui, parce qu'il avait une relation assez particulière, Menachem Golan, avec Cannes. Il avait un peu une relation amour-haine avec cette croisette. Menachem adorait Cannes. Menachem et Yoram disaient toujours que Cannes, c'était leur Noël, leur nouvel an. Pour eux, l'année, c'était d'un festival à l'autre. Je pense que ce sont plutôt les critiques qui n'aimaient pas leurs films, mais le public les adorait. Vous savez, quand nous sommes allés à Cannes en mai dernier, c'était assez incroyable d'être avec eux. Les gens les reconnaissaient dans la rue, ils demandaient des autographes, tout le monde voulait les interviewer. C'était vraiment incroyable. Ils ont vraiment bouclé la boucle. Quel héritage il a laissé à Menachem Golan dans le cinéma? Pour commencer, Menachem a produit plus de 300 films et il en a réalisé plus de 44. Donc c'est tout un travail qu'il laisse derrière lui. Il a aussi laissé sa chance à beaucoup de gens. Dans nos rushs, il y a Jean-Claude Van Damme qui raconte qu'il était serveur quand il a rencontré Menachem. Et c'est lui qui lui a donné sa première chance dans Bloodsport.
Et il a fait ça pour tellement de personnes. C'est lui qui a fait certains réalisateurs et certains producteurs. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes que j'ai rencontrées pendant ces années et quand je leur demandais comment ils ont débuté dans le métier, ils disaient « Oh, je ne sais pas vraiment, j'étais assistant réalisateur et puis… » Et là, je me dis « Je sais. » Est-ce qu'il vous a déjà donné des conseils de réalisation? Menachem a vraiment adoré mon documentaire et il me disait toujours que je suis le meilleur réalisateur après lui, enfin de ceux qu'il connaît. Il y a une chose qu'il a toujours voulu que je fasse, c'est changer la fin de mon film. Parce qu'à la fin, le film est un peu amer, un peu triste, parce qu'ils se séparent. Et Menachem était quelqu'un de très optimiste. Il voyait toujours le côté positif. Dans mon film, à un moment, je lui demande de parler de ses échecs et il se met à crier sur moi. Je ne veux pas en parler. Si quelque chose de mal m'arrive, je l'efface. Donc il voulait une autre fin. Il me répétait sans cesse, à la fin, je veux que Yoram et moi faisions un autre film. Mais évidemment… Donc j'ai quand même changé la musique de fin pour quelque chose de plus joyeux. Et il a dit OK, mais j'espère quand même que Yoram et moi ferons un autre film. Ce film que vous avez fait, c'est finalement un hommage à cet homme qui est donc parti la semaine dernière. Maintenant qu'il est parti, est-ce que vous changeriez quelque chose à ce film? Je ne pense pas que je changerai quoi que ce soit dans le film. Je suis très chanceuse qu'il m'ait accompagnée à Cannes. Et il y a 3 semaines, nous étions ensemble au Festival du film de Jérusalem. Mais bien sûr, maintenant, il y a un autre angle. C'est vraiment un film qui résume tout son travail et tout son héritage. Merci beaucoup Ilham Medalia. Donc, vous êtes réalisatrice des Go-Go Boys qui retrace la merveilleuse et moins merveilleuse parfois histoire de Menachem Golan et Yoram Globus. Merci. Merci. Nous partons maintenant pour l'Angleterre à la rencontre de Mdou Mokhtar, un jeune Touareg, nouvelle étoile montante du blues de Sahel. Après une tournée britannique qui a remporté un succès certain, un film, le premier tourné en langue Touareg, où Mdou Mokhtar tient le premier rôle, sortira dès cet automne. C'est un récit de David Gombin. Vous connaissez peut-être les guitares de Tinariwen, les bluesman venus tout droit du Sahel. Eh bien, vous adorerez Mdou Mokhtar. Cet auteur-compositeur et interprète touareg est une véritable star dans son pays, le Niger. Avec déjà 2 albums au compteur, il vient d'achever une tournée au Royaume-Uni. Sa principale mission, sensibiliser son peuple à la paix et surtout combattre l'ignorance. Vraiment, je suis seulement en train de sensibiliser la masse que je connais, je veux dire les Touaregs, d'étudier. L'étude, c'est ça, c'est notre première guerre qu'il nous faut vraiment convaincre, c'est de devenir des intellectuels. Tout comme les Touaregs de Tinariwen, il manie la guitare électrique. Un instrument évidemment pas traditionnel, mais qui adopte des sonorités toutes spéciales et facilement reconnaissables. Il travaille également avec un mixeur pour un rendu très électro. Malgré la modernité de sa musique, son talent de compositeur est selon lui une qualité traditionnelle attachée aux Touaregs. On aime trop composer. On est des compositeurs avant même la musique, vraiment, je veux dire, avant même d'avoir la guitare. Avant même que les Touaregs connaissent l'instru de la guitare, tu vois, donc c'est des gens qui ont l'habitude de composer. La composition fait partie vraiment de leur culture. How are you? My name is Mdou Mokhtar, une vraie star dans son pays. Il joue également dans Akunak, le premier long métrage filmé entièrement en langue touareg. Cette fiction, tournée avec des acteurs et une équipe technique locale, est inspirée entre autres du classique Purple Rain. L'une des idées du film, et moi et Mdou en avions parlé, c'est qu'on voulait montrer la vie à Agadez, la scène rock touareg. Et donc on a fait exprès de ne surtout pas parler d'Al-Qaïda. On n'a pas parlé de terrorisme parce que c'est pas un élément essentiel de la vie à Agadez en ce moment. Dans cette fiction, Mdou Mokhtar y joue le rôle d'un musicien qui tente de percer dans le milieu. Un film qui sera présenté en avant-première au Niger dès le mois de septembre. Après une tournée réussie en Grande-Bretagne, Mdou Mokhtar a déjà accédé, lui, au rang de star du blues touareg.
Allez, on part pour les Caraïbes, maintenant en Haïti plus précisément, où le tourisme se redresse lentement grâce à un événement très festif, le Carnaval des Fleurs. C'est un récit de Daniel Campos avec David Bouma. Des dizaines de milliers de fêtards ont transformé les rues de la capitale haïtienne en une fête haute en couleurs pour le 3e carnaval annuel des Fleurs de Port-au-Prince. Costumes flamboyants, danse énergétique au rythme du compas. Tous les éléments sont réunis pour faire de ce carnaval un événement unique en son genre. L'un des objectifs étant de redresser le tourisme en Haïti en mettant à l'honneur la culture et la flore. Le président haïtien Michel Martelly est un ardent supporter du carnaval. Avant même d'accéder à la présidence en 2011, il était lui-même un danseur de compas chevronné. Et c'est lui qui décida de redonner une vie au carnaval des Fleurs pour que la capitale Port-au-Prince puisse avoir ses propres réjouissances. Pourtant, le carnaval possède aussi ses détracteurs. Il critique un budget de 1,6 million d'euros, une somme conséquente pour ce pays pauvre. Du côté du gouvernement, on répond que ce carnaval emploie plus de 1500 personnes, musiciens, maquilleurs, danseurs et traiteurs. C'est aussi durant cette période que les artistes du pays tentent de faire de leurs chansons le tube du carnaval. Haïti, un pays à l'histoire fascinante et complexe. Cette île, deuxième en Amérique à obtenir son indépendance des puissances coloniales en 1804, est aussi la première république de population majoritairement noire au monde. Malheureusement, elle est également affectée par de nombreux problèmes. Dictature, économie balbutiante, maladies et catastrophes naturelles, à l'instar du séisme de 2010. En dépit de tous ces obstacles, ce pays se bat pour revitaliser l'industrie du tourisme. Un tourisme qui était à son apogée dans les années 70 et 80. Actuellement, le tourisme représente 5% du PIB d'Haïti. Mais les prévisions sont optimistes pour ces prochaines années. Et un jour peut-être, à l'instar de celui de Rio de Janeiro, le Carnaval des Fleurs de Port-au-Prince attirera des visiteurs du monde entier. Comme chaque année, le Journal du Dimanche vient de publier son classement des personnalités préférées des Français. Et en tête pour la 3e année consécutive, c'est le chanteur Jean-Jacques Goldman. À la 2e place, le désormais très hollywoodien Omar Sy. Tandis que Danny Boone se retrouve à la 3e marche. Nous sommes au téléphone avec Benjamin Ours. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste journal Gala. Alors comment il fait Jean-Jacques Goldman pour rester aussi apprécié des Français? C'est quoi? C'est la discrétion la clé du succès? Oui, c'est assez malin en effet, puisque à chaque fois qu'on entend parler de lui dans les médias, grâce à cette discrétion, c'est uniquement pour en dire du bien. Il ne fait pas beaucoup de déclarations, lui, il ne s'attire jamais d'ennemis. Et puis au-delà de cette discrétion, il a aussi notamment quand même les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, c'est quand on regarde un petit peu le palmarès des personnalités préférées des Français, il faut savoir que par exemple l'abbé Pierre, une autre grande personnalité du don, a été élu 16 fois, donc le fait de donner comme ça, comme il le fait, de représenter les Restos du Cœur compte beaucoup, je pense. Et puis Omar Sy qui lui se dresse à la 2e place, un rang inchangé depuis le dernier classement du Quotidien en décembre dernier. Omar, il débute une carrière à Hollywood. Vous pensez que cette carrière américaine, ça va lui profiter à Omar Sy? Je pense qu'il faut qu'il fasse un petit peu attention, puisque là actuellement, en fait, il représente le rêve américain qui réussit. C'est quelqu'un qui vient de la banlieue et qui se retrouve à jouer dans X-Men, à avoir un succès fou grâce à son film avec Les Intouchables. Mais il faut qu'il fasse attention, puisque par exemple Marion Cotillard, la dernière fois qu'on l'a vu assez apprécier des Français, c'était dans Deux rouillés d'os, donc c'est un film français. Maintenant, maintenant qu'elle est un peu plus aux États-Unis, là, il n'y a pas longtemps, elle a fait une déclaration en parlant de l'arrogance des Français. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas se brûler les ailes non plus à Hollywood. Oui, elle a fait une déclaration à l'arrogance des Français. Elle avait déjà fait une déclaration aussi en descendant un petit peu les États-Unis à l'époque. On va parler de Danny Boone, qui est lui en 3e place. On voit que dans les 10 premiers, on retrouve 3 humoristes. Danny Boone, Florence Foresti et Gad Elmaleh. En France, pour être populaire, il faut être drôle. Ça fonctionne bien, ça crée une connivence avec le public. Je pense que Danny Boone, l'année prochaine, risque de peut-être même monter sur la 2e place s'il n'arrive pas à détrôner Jean-Jacques Goldman, puisqu'il prépare un nouveau projet sur les ch'tis, donc ça devrait bien fonctionner. Gad Elmaleh, par contre, par exemple, ça va être sûrement l'année prochaine la dégringolade, puisque, à mon avis, les votes ont été faits assez peu récemment, et là, on vient d'apprendre qu'il avait gagné donc 450 000 € pour cette pub, pour une publicité que tout le monde a détestée et dans laquelle il n'est pas drôle.
Donc à moins qu'il trouve une façon de redevenir drôle pendant l'année, lui par contre risque de redégringoler dans le classement. Ouais, il faudrait peut-être qu'il refasse un spectacle, Gad Elmaleh, pour remonter dans le classement. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été sur i24 News. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, i24news.tv, sur Facebook, sur Twitter. Et puis on se retrouve demain à la même heure. Mais d'ici là, bon retour sur la planète Terre.